De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Malika Cher et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous et Daoud Attal a cédé sa place à Juliette Chuenbou, médecin, gastro-entérologue, mais surtout président de l'Association des médecins africains de France. Bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir téléspectateurs. Et donc tout de suite, c'est le dossier du jour. Moteur de croissance et de développement, la recherche scientifique n'est pourtant pas l'une des priorités des autorités, parents pauvres, des politiques budgétaires. La recherche scientifique souffre également du manque de femmes dans le secteur. Alors pourquoi sont-elles encore si peu à embrasser une carrière de chercheuse ou de médecin? Quel rôle peut jouer l'État dans la dynamisation du rôle de la femme dans la recherche scientifique? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. La recherche scientifique peine à s'inscrire dans les priorités des Africains. Les conditions de travail et les moyens mis à la disposition des chercheurs en Afrique ne favorisent pas encore l'émergence de ce secteur pourtant capital. Dominé par une présence masculine, le secteur a tout de même vu l'arrivée de femmes dynamiques et visionnaires. Le cas de la biologiste kenyane Wangari Maathai, professeure d'anatomie en médecine vétérinaire, prix Nobel de la paix, décédée le 25 septembre 2011 à Nairobi. Comme elle, beaucoup d'autres femmes africaines font avancer les choses. La République du Congo compte quelques femmes chercheurs aux compétences reconnues. Le professeur Francine Toumi est l'une des plus jeunes d'entre elles. Biologiste moléculaire, elle a créé depuis 2009 la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Mener des activités de recherche en relation avec les besoins en santé publique, des activités de formation collective, des ateliers et individuels. Nous soutenons donc les stages des étudiants en master, en thèse aussi de doctorat d'université et des activités aussi de plaidoyer, d'advocacy pour qu'il y ait un meilleur soutien de la recherche biomédicale, de la recherche scientifique donc dans nos pays, parce que sans visibilité, il est difficile d'avoir du soutien. Donc il est important de rapporter à la population l'importance de la recherche au quotidien et comment cette recherche peut avoir un impact sur leur vie. Donc ce sont les aspects majeurs du rôle de cette fondation. Plusieurs fois dans le mois, le professeur Ntoumi entretient ses étudiants. Parmi elles, plusieurs s'intéressent désormais à la recherche médicale et comptent faire carrière. Une fois que je suis venue pour mes travaux de master, j'ai découvert beaucoup de choses. Comme j'avais travaillé sur la culture in vitro, ça m'a intéressée. Voilà pourquoi j'ai voulu continuer dans la recherche. Actuellement, l'une d'elles travaille sur la caractérisation moléculaire des souches responsables de diarrhée sévère chez les enfants de moins de 5 ans dans un centre de santé de la capitale congolaise. C'est un grand projet qui s'intitule Observatoire des diarrhées chez les enfants hospitalisés à l'hôpital de base de Makelele. En fait, on voulait regarder un peu les enfants qui font les diarrhées et qui sont hospitalisés. On voulait savoir un peu ces diarrhées étaient dues à quoi. Et une fois que les échantillons ont été récoltés, on a commencé avec la première étude qui s'intitulait la caractérisation moléculaire des rotavirus. Donc, parmi ces échantillons, on s'est rendu compte qu'il y a certaines diarrhées qui étaient dues au rotavirus. Découvert en 1973 à Melbourne en Australie, le rotavirus est la première cause de diarrhée aiguë et sévère chez les moins de 5 ans dans le monde. Permettre aux équipes locales de démontrer sa responsabilité dans les cas de diarrhée est un avantage pour la suite du traitement. Cela permet aux médecins d'administrer des traitements appropriés. Un vaccin qui marche au Burkina Faso, qui marche au Maroc, peut ne pas marcher en Afrique centrale, parce que les souches sont différentes ou que les prévalences des souches qui sont dans le vaccin ne sont pas celles qui sont les plus fréquemment rencontrées. D'où l'importance d'une recherche locale adaptée à l'environnement. Mais les chercheurs du secteur disposent très peu de marge de manœuvre et de moyens. En 2011, par exemple, seul 0,02% du budget du Congo était réservé à la recherche scientifique. Une situation plus ou moins similaire depuis des années. Autre frein, l'inexistence du statut de chercheur au Congo. Autant de barrières qui empêchent les jeunes d'aller de l'avant. Les jeunes filles s'intéressent, on le ressent, mais le seul problème, c'est que le statut de la recherche scientifique n'est pas alléchant.
Donc depuis des années, ce statut n'a jamais été réactualisé. Donc du coup, nous avions eu l'espoir sur les instituts, la création des instituts. Mais il faut que le statut soit révisé alléchant parce que les jeunes, ils vont plus, par exemple à l'université ou ailleurs, où ils trouvent un statut meilleur. L'État a décidé de créer des instituts de recherche pour redonner une dynamique nouvelle à ce secteur. 4 sur 6 ont déjà été créés. À la retraite depuis le 1er février dernier, Marie-Claire Makambila a été rappelée pour former la relève. Nous n'avons presque pas le matériel approprié pour le faire, le matériel de pharmacologie. Donc, avant qu'on ait connu les événements sociopolitiques, nous avions quelques matériels, mais là, en ce moment, on est en train de démarrer avec les instituts. Donc, on a créé une animalerie. Il faudrait que je mette en place cette animalerie. Et après, il faudrait travailler. Donc, il faut qu'on ait du matériel pour travailler. En ce moment, je peux dire que je fais presque pas de la pratique parce que nous n'avons pas du matériel. Si le secteur est accompagné, la recherche pourrait avoir un impact véritable au Congo. En 2012 déjà, lors des explosions d'un dépôt d'armes à Mpila qui avait fait près de 300 morts, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a permis à certaines personnes de retrouver des parents décédés à travers des empreintes génétiques. Une recherche ADN jamais expérimentée jusque-là au Congo. Ailleurs, l'ADN est devenu quelque chose de tout à fait commun. Nous, c'est encore quelque chose, je trouve, qui reste extrêmement mystérieux. Et donc, nous, la contribution de la Fondation à la catastrophe pour assister le gouvernement, donc l'État, face à cette catastrophe, ça a été d'aider à identifier certaines dépouilles qui étaient non identifiables par les méthodes conventionnelles. Et donc, pour la première fois, effectivement, pour moi, parasitologue, je me suis vue en train d'analyser des restes humains pour pouvoir rendre la dépouille à des familles qui ont pu ainsi retrouver leurs parents par cette méthode. Aider les chercheurs congolais dans leur métier permettra dans un premier temps de revaloriser la recherche scientifique et ensuite de trouver des solutions précises et efficaces. Cela pourrait aussi permettre à l'État de faire des économies en réduisant l'importation de médicaments et de vaccins. Le Congo en particulier et les pays africains en général ont tout à gagner à accompagner ces chercheurs. Encourager les jeunes filles à embrasser cette carrière permettra à l'Afrique de former la relève de ces femmes présentées comme des modèles aujourd'hui et de perpétuer leurs actions. À ce jour, l'Afrique compte très peu de chercheuses. À titre d'exemple, sur le continent, seul 1 chercheur sur 4 en agronomie est une femme. Alors Madame Chuenbou, vous êtes la preuve vivante qu'il y a des femmes africaines, médecins, chercheuses, mais il y en a encore trop peu. Oui, il y en a trop peu, c'est vrai, mais c'est dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la politique. Les femmes sont actuellement sous-représentées. Mais il y a une évolution ces dernières décennies. Les femmes sont présentes, elles sont de plus en plus visibles, on les écoute, elles prennent des initiatives, elles osent et elles osent montrer leurs compétences. Et vous en êtes la preuve. Tout à fait. Alors, Malik, on le voyait dans le reportage, la recherche scientifique, parent pauvre des politiques budgétaires, comment on peut l'expliquer ? Par le manque de volonté politique déjà. L'État doit impulser une politique en ce sens-là afin de permettre à ces femmes qui souffrent, il faut le dire, plus que les hommes, d'un double problème. Le premier, c'est le problème de la scolarisation parce que elles sont souvent, il faut le dire, dans des sociétés patriarcales réservées à des tâches purement domestiques et elles sont nombreuses à ne pas pouvoir aller vers l'école et après plus tard vers l'université. Aux études supérieures, effectivement. Le deuxième problème aussi qui se pose, c'est le problème de vulgarisation de la science. Même en Europe, ce n'est pas un problème juste africain. En Europe, on constate que les femmes dans le milieu scientifique ne sont pas si nombreuses que ça. Le problème de la vulgarisation de la science, d'avoir des musées, des associations qui vulgarisent la science et d'autres domaines liés à la recherche scientifique, c'est un problème aussi en Afrique qui se pose. Donc voilà, c'est une série de problèmes. Et le problème majeur, c'est surtout ce que je viens de dire en premier lieu, c'est l'absence de l'État, l'absence d'instituts scientifiques qui permettent à ces chercheurs de progresser dans leur recherche. Alors Jean-Marie, c'est pourtant primordial, c'est un secteur très important, la recherche scientifique. Pourquoi ce n'est pas une priorité ? Il y a un manque de volonté, mais pourquoi ?
Un manque de volonté, c'est une question philosophique aussi. La philosophie des Africains, c'est quoi? C'est de voir toujours les choses dans le court terme. On ne sait jamais, on a du mal à se projeter. C'est trop cher et trop long de faire des recherches. Exactement, parce que nous avons besoin des résultats immédiats, alors que la recherche, c'est un parcours qui est très très long. Et la recherche est vitale, si vous voulez, pour la dynamique sociale d'une société. Sans recherche, pratiquement, vous faites mourir une société. Et il est temps qu'en Afrique, qu'on se rende compte qu'on a, comment dirais-je, on a des potentialités, des capacités énormes qu'il faudrait mettre en place, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour notre développement en tant que tel. Maintenant, je pencherai dans ce que Malik vient de dire, c'est qu'il faut une vision globale, c'est-à-dire il faut une vision politique, une stratégie globale qui puisse placer la recherche, si vous voulez, au-dessus de tout ce que l'État peut financer en Afrique. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la recherche ne concerne pas un seul secteur. Elle concerne pratiquement tous les secteurs d'activité de la société. C'est assez délicat, hein. Enfin, je me mets à la place des autorités de se dire, voilà, on va injecter de l'argent dans des laboratoires alors que dans certains villages, il n'y a pas accès à l'eau ou à l'électricité. C'est peut-être vu comme un luxe, en fait, cette recherche. Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là, Amira. Tout simplement pourquoi? C'est pas la mienne, hein, Non, je ne dis pas que c'est la vôtre, Amira. Il y a des personnes qui ont cette position-là, qui se disent que bon, il y a des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Est-ce qu'on s'est posé la question combien, bon, on a un médecin devant nous. Combien y a-t-il de personnes qui meurent en Afrique? Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas de médicaments adaptés, adéquats, alors qu'il y a des potentialités, il y a des ressources pour pouvoir faire ces recherches-là. Avant, si vous voulez qu'il y ait l'électricité dans les villages, il faut d'abord que les gens soient en bonne santé. La santé, c'est la première des choses. C'est un des domaines de la recherche scientifique, si vous voulez, le plus avancé par rapport à l'individu, à l'utilité immédiate que nous avons. Donc, c'est notre santé. Donc, je trouve que la santé, c'est le parent pauvre en Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous ne savons jamais anticiper les choses. On voit uniquement, on compte sur les résultats immédiats, c'est-à-dire sur les opérations qui donnent un résultat immédiat, mais on néglige complètement le long terme. Alors que le long terme, c'est à partir de là, quand vous entamez un processus de recherche, elle pourra mieux nous en parler, quand vous entamez un processus de recherche, c'est quelque chose qui prend des années et des décennies. Il faut financer ça. Et ces financements-là, il faut se dire qu'à long terme, on aura un retour sur investissement. Mais si on table uniquement sur le court terme, effectivement qu'au niveau de la recherche scientifique, l'Afrique, si vous voulez, on aura toujours ce retard-là. Maintenant, le deuxième point, qui est le point concernant les femmes. Les femmes, si vous voulez, bon, ça c'est capital. Bon, nous sommes les hommes, bon, on est à parité sur la table, sur le plateau là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les femmes, déjà, vous êtes plus nombreuses que nous, vous êtes plus intelligentes que nous à l'école, c'est clair, j'en parle en tant que professeur. Donc, à partir de là, qu'on prenne 50% de la population et qu'on la mette de côté et qu'on se dise que, bon, comme on est dans une société patriarcale dont a parlé Malika tout à l'heure, bon, on va toujours continuer sur le même rythme. C'est une erreur, si vous voulez, monumentale à ne plus reproduire aujourd'hui. C'est-à-dire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, c'est même pas 50% qu'on perd. Si les femmes sont déjà plus intelligentes que nous les hommes, ça voudrait dire que si vous convertissez ça mathématiquement, ce n'est plus 50%, nous perdons quoi? 75-80% du potentiel social. Madame Tuenbou, donc on l'a vu, hein, les femmes ont du mal à s'approprier un vrai rôle dans la recherche scientifique. Alors, est-ce que l'État doit jouer un rôle, justement, dans cette dynamisation, ou est-ce que c'est peut-être à la population d'être éduquée par rapport à ça, à la place de la femme? On parle beaucoup de sociétés patriarcales en Afrique, c'est la faute aux deux, en fait, à la population et à l'État. Je pense que c'est dans les deux sens, hein. L'État doit prendre aussi ses responsabilités et promouvoir la femme. C'est pour ça qu'on a une journée de la femme actuellement. L'État doit aider les femmes à s'émanciper. Et par rapport à la société civile doit prendre conscience qu'aujourd'hui, le rôle de la femme a évolué. Vous avez l'exemple de Mme Toumi. Les femmes prennent des initiatives, hein. Elles sont visionnaires, hein. C'est la première femme chercheur en Afrique. Elle a beaucoup travaillé sur le paludisme. Aujourd'hui, les gens meurent encore du paludisme. On n'a pas de vaccin. Donc, si on pouvait mutualiser les moyens dans ce sens, aujourd'hui, on aurait un vaccin, on aurait de la prévention, on pourrait éradiquer cette maladie. Et je pense que les systèmes actuels ont atteint les limites. On parle de genre, on parle d'émergence. L'émergence dans les pays subsahariens doit aussi passer par l'implication des femmes dans la prise de décision. Les femmes sont prêtes. Vous avez l'exemple, les femmes prennent des responsabilités, elles assument, ça devient même un devoir.
Alors, souvent, les femmes sont cantonnées à peut-être des études littéraires, c'est encore le cas? Non, ça a beaucoup évolué. Hein. J'ai reçu un exemple, moi, je n'ai pas fait d'études littéraires, je suis purement scientifique et j'assume complètement, je prends des responsabilités. Les femmes sont peut-être prédestinées, Malik, on a tendance à dire. Les hommes en sciences et puis les femmes en littéraire. J'ai fait des études littéraires, donc ça ne veut rien dire. On n'est pas prédestiné à faire... Beaucoup le pensent, mais c'est pas le cas. Par la société, la famille, je veux dire. La société, justement, c'est là où le comportement des parents aussi doit être exemplaire. Parce que vous avez aussi des parents, mais que ce soit en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, les parents ont un rôle important aussi. Si vous mettez à égalité la fille et le garçon dès le départ, eh ben, la fille pourra explorer d'autres domaines, pourra aussi aller vers ce côté scientifique. Parce que c'est vrai qu'il y a... je dirais pas un déterminisme, mais presque qui est du fait des parents. Et ça, c'est très important. Et donc oui, c'est à cause de cela. C'est l'éducation, le problème de l'éducation des parents. Moi, je ne pense pas que ce soit une question d'égalité. Excusez-moi, je pense qu'il faut laisser les femmes exprimer leurs compétences. Il faut leur donner des responsabilités. Qui aurait pu penser, il y a une dizaine d'années, qu'on aurait eu une femme à la direction d'une institution comme le FMI? Ce n'était pas envisageable. Laisser les femmes s'exprimer. Vous êtes d'accord, Jean-Marie, c'est la faute aux hommes? Bien, vous mettez dans une situation, effectivement, que c'est la faute aux hommes, puisque nous sommes dans une société matriarcale dans laquelle le déterminisme social, si vous voulez, ou sociétal, c'est-à-dire font en sorte que nos parents, les uns et les autres, même inconsciemment, si vous voulez, prennent ces attitudes-là qui sont lesquelles, qui sont seules. Effectivement, comme vient de le dire Malik, on va dire au garçon que le garçon, il a des jeux différents par rapport à la fille et vice-versa et tout ce qui s'ensuit. Nous devrons arriver à un niveau où on puisse dépasser tout ça dans la mesure où la science nous prouve aujourd'hui que ça, c'est du déterminisme sociétal. Ce n'est pas naturel en tant que tel. C'est pas génétique, exactement. Oui, ça c'est évident. Oui. Alors, Madame Tchunbou, pour parler très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, d'Ebola, est-ce que cette nouvelle épidémie en Afrique de l'Ouest et centrale va peut-être faire prendre conscience aux autorités qu'il faut plus agir et surtout agir plus vite? J'espère bien, parce qu'on aurait pu, je pense, limiter quand même les dégâts de l'épidémie Ebola si on avait agi un peu plus tôt, et j'espère que les pays africains vont pouvoir s'y unir. Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, il manque une structure santé qui coordonne un peu toutes les épidémies, toutes catastrophes médicale. Oui, justement, Malik, on manque peut-être de mutualisation en Afrique au niveau de la recherche scientifique. Et ça existe. Par exemple, pour la recherche, surtout dans le domaine agricole. Dans l'agronomie, vous avez aussi des structures qui regroupent plusieurs États qui mutualisent leurs moyens financiers afin de, justement, d'avoir des recherches pointues dans ce sens. Et effectivement, ça se fait au niveau régional. Et je pense que on est dans un cas où les pays n'ont pas forcément les moyens. Et je pense que la mutualisation des moyens, c'est le meilleur moyen, entre guillemets, pour réussir, pour faire émerger justement la recherche scientifique et faire émanciper aussi ces femmes et leur faire participer aux recherches scientifiques. Merci Madame Tchunbou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et surtout président de l'Association des médecins africains de France. Bonsoir téléspectateurs. C'est donc la fin de cette deuxième partie, mais l'Africa Newsroom, c'est pas fini. On se retrouve très vite pour la troisième partie, la partie économique de cette émission. À tout de suite.